Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois pour la troisième fois de la journée sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Comme un grand fleuve, nous évoluons depuis que nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir cette humanité particulière, nous évoluons vers cette ultime perfection. Cette ultime perfection, pour schématiser, c'est la création du paradis en somme. Mais c'est au-delà un peu de ça. Le paradis, c'est-à-dire la paix universelle, un système qui n'a plus d'impact négatif sur la planète, donc un 100% écologique, qui n'a plus un homme qui est entièrement pacifié, qui n'est plus un danger pour autrui, donc qui a réglé toutes ces pathologies en somme, la mise en commun de tout, donc il n'y a plus besoin de convoiter des choses de ses congénères, donc plus de jalousie, plus d'envie, plus de vol, etc. Tout ce qui est lié à la façon dont nous évoluons encore aujourd'hui, dont nous créons cet état de perfection. Pour créer cet état de perfection, nous sommes obligés de passer par ces périodes, par cette étape où l'ego, où la façon de fonctionner est celle-ci, c'est-à-dire on a dû créer l'argent, créer la valeur des choses, la valeur des êtres humains, etc., etc., le travail, toutes ces choses-là. Mais une fois qu'on aura finalisé l'humanité, il n'y aura plus besoin de tout ça. Voilà à quoi pourra ressembler cette humanité. Mais c'est surtout pour vivre l'état d'extase. C'est-à-dire que cette finalité, elle est pour le corps, elle est pour la sensation, elle est pour atteindre le bonheur. En fait, l'être humain, ce qu'il cherche, c'est essentiellement ressentir des choses positives, c'est-à-dire la joie, le plaisir pour nous qui sommes les hommes créateurs, les constructeurs de cette perfection. On n'atteint pas le bonheur absolu, mais on atteint les petits bonheurs, on atteint le plaisir, etc., etc. Et c'est une question de sensation, d'état d'être en paix, d'être tranquille. Voilà ce que cherche l'homme, quoi qu'il arrive. Mais là, ça sera l'état au-dessus qui est l'extase. L'extase, c'est la fusion avec le principe à l'origine de l'univers. Donc, ce qu'on appelle le divin pour les religions ou le vide pour les philosophies asiatiques ou le vide quantique pour les physiciens. Voilà. Et donc, c'est cet état qu'on cherche à atteindre. Voilà, et pour développer cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des audios. Là, je suis en train de travailler à partir des Nuits de France Culture, l'épisode 8 sur 20, Galilée et Descartes. C'est une série de François Châtelet sur l'histoire de la raison. Donc, je relance l'audio et puis je découvre en même temps, en fait. C'est comme ça que je pratique. Je découvre ce qui est dit, puis je digresse à partir de là et ça me permet de préciser ma théorie aussi, et puis d'éclairer certains pans et en découvrir d'autres. En tout cas, c'est très agréable d'écouter François Châtelet, qui est un conteur hors pair. On fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie. Alors, on va revenir. C'est rendre l'homme maître et possesseur donc là, de la nature. On est sur Descartes. Mes découvertes en physique m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Comme le discours de la et méthode. possesseur de la nature. Il fait appel. Donc, il faut bien
distinguer ce comme maître et possesseur de la nature. C'est pas maître et possesseur de la nature. Il se substitue pas au divin. Il comprend qu'on peut être une sorte d'équivalent à un certain moment du divin, mais tout en mettant bien le divin à un autre niveau. Aux intellectuels de son temps, parce qu'il sait très bien qu'une telle entreprise exige une décision et un travail collectif. Ça, c'est très intéressant. Parce que la mécanique universelle, cette théorie que je développe, c'est pareil, elle demande un travail commun. Et j'espère qu'elle évoluera dans ce sens-là. Je ne sais pas si j'ai les moyens d'en être un peu à l'origine ou l'instigateur, mais en tout cas, c'est clair que ça nécessiterait que tous les corps de la pensée s'intéressent, prennent en main cette idée selon laquelle nous allons vers la perfection, que la psychologie, la philosophie, la science, toutes les grandes découvertes, tous les types de chercheurs puissent travailler dans ce sens et voir si c'est cohérent, si vraiment cette évolution vers la perfection est une réalité ou pas, ou si c'est une utopie. Dès lors, il est amené, peu à peu, à abandonner son travail proprement scientifique pour se livrer à cette tâche d'administrateur, je ne vois pas quel autre mot employer, de la nouvelle physique. Il décide de la faire triompher sur tous les plans. Et c'est dans cette perspective que quelques années après, en 1641, il se décide à écrire un traité proprement philosophique, celui-là, métaphysique même, les méditations métaphysiques, qu'il écrit donc en latin, qu'il fait circuler avant de le publier pour recueillir les objections qu'on va lui adresser et y répondre, de façon à montrer aux docteurs de la Sorbonne qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter du développement de la physique concernant la vraie foi. Voilà, parce que c'était le problème de l'époque. Il y avait la contradiction avec l'Église, on l'a vu avec Galilée, donc Galilée qui a été obligé de renier sa propre vision des choses. Et la physique était un moment important, c'est-à-dire la réflexion sur la matière, la réflexion sur l'univers, sur la position de la Terre, etc. Et donc il y avait ce bouleversement, évidemment, l'évolution se fait souvent entre progressiste et réactionnaire. Et parfois, c'est l'Église qu'à un moment, elle a été progressiste, et puis à un certain moment, elle s'est trouvée réactionnaire parce qu'elle était du côté du pouvoir. Elle était progressiste, par exemple, à l'époque du Christ. Voilà, il voulait bouleverser une religion établie et la faire évoluer, etc. Donc, et d'ailleurs, ça lui a coûté la vie. Et puis, à un certain moment, la religion, rentrant progressivement du côté du pouvoir, s'est retrouvée réactionnaire. Et les scientifiques, ils étaient dans un état... il fallait qu'ils fassent allégeance et qu'ils prennent des pincettes pour faire passer les évolutions. Et plus tard, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la science qui a pris le pouvoir sur le religieux, et c'est elle qui impose son dogme, et à la limite, ceux qui vont commencer à parler du religieux, la science, elle ne veut pas entendre parler de ça dans son travail. Voilà, donc c'est elle qui... Il y a toujours un moment de toute puissance. Et après, il y a aussi le moment où le système
Et comment je l'explique, par exemple, ce passage? Parce que c'est lié à notre origine primate naturelle. Lorsque nous étions des primates naturels, les grands systèmes se comportent exactement sous cette forme-là. C'est cette énergie qui pousse les contradictions, les évolutions. Quand la science était dominée par le religieux, ben elle devait s'écraser, etc. Elle devait faire attention. C'était le dominant, c'était le religieux. Et donc c'était lui qui choisissait s'il acceptait ou pas telle évolution sociale et tout. Et puis à un moment, la science a pris le pouvoir. Le religieux s'est affaibli. Il a perdu du pouvoir et à ce moment-là, le nouveau dominant qui a pris le pouvoir, c'était la science. Et c'est comme ça dans la nature. Il y a un dominant qui thésaurise tous les privilèges, qui thésaurise la pensée, en somme, et puis il y a des prétendants ou un prétendant qui le harcèle, qui essaye de prendre sa place, le dominant le repousse, etc., lui donne des coups de dents, et jusqu'au moment où il finit par s'affaiblir, par devenir vieux, par perdre de l'énergie, et le prétendant va prendre le pouvoir sur le dominant. Et quand il prend le pouvoir, eh ben, le dominant s'échappe et il va se mettre dans un coin et il bouge plus, quoi. Et le nouveau dominant ne le laisse pas revenir. Il le maintient comme ça à l'extérieur. Et puis progressivement, il le laisse revenir au sein de la troupe. Il a retrouvé sa position, donc il est devenu dominé, l'ancien dominant, et à ce moment-là, il accepte de faire allégeance, et ça, tout rentre dans l'ordre et ils peuvent communiquer à nouveau. Ben là, c'est pareil. La science, quand elle a gagné, quand elle a vaincu le religieux, elle a tapé sur son torse, elle est devenue d'eau argentée, elle a pris le pouvoir exclusif, et puis elle a repoussé le religieux au limbe, et maintenant le religieux tout doucement il revient, et elle le laisse rentrer, et ils vont pouvoir travailler en commun. On va pouvoir travailler religion et spiritualité et science ensemble. On voit que ça commence à se faire. Il montre que le développement de la physique est indépendant du maintien de la foi traditionnelle, à laquelle il semble que Descartes, d'ailleurs, lui-même, personnellement, a été très attaché. Bien. Bon, alors, quelle est la question philosophique que se pose Descartes? Eh bien, lorsque Hegel déclare que Descartes est le philosophe fondateur de la modernité, il vise tout à fait juste. En effet, intéressant. La révolution copernico-galiléenne pose un problème. Il est clair que l'on ne peut plus, si l'on accepte la vérité de la nouvelle physique, fonctionner avec la même ontologie, avec la même conception de l'être, avec la même conception du réel. Il n'est plus possible, maintenant, de maintenir les idées aristotéliciennes de forme et de matière. Il n'est plus possible de garder la conception aristotélicienne de l'âme. Il faut refonder de fond en comble la conception du réel. Et il faut opérer un déplacement décisif. La question décisive que se pose désormais Descartes, c'est la question de la nature du sujet connaissant et la question de la nature de l'objet connu. D'un seul coup, l'objet n'est pas seul dans l'événement. Il y a aussi le regardeur. Il y a aussi le sujet qui l'analyse. Et là, ça change beaucoup de choses. En simplifiant d'une manière certainement excessive,
On pourrait dire que jusqu'à Descartes, la philosophie s'est posé la question « Qu'en est-il de l'être ? Qu'est-ce que l'être ? Comment est-il fait ?» Descartes substitue à cette question la question « Qu'en est-il de la connaissance ?» D'une certaine manière, c'est un effort pour valider l'entreprise de Galilée, pour montrer à quelles conditions générales la perspective et le travail de Galilée deviennent intelligibles. Et c'est là où c'est intéressant parce que là, d'un seul coup, le doute peut rentrer. Il y a le doute. Avant l'objet, voilà, l'homme était persuadé que l'objet, c'était l'objet tel qu'il était, la pierre, elle est comme ça, etc. Et d'un seul coup, le regardeur a une influence. Par exemple, le froid avant, c'était le froid, mais le froid, il est subjectif. C'est en fonction de la pensée que nous en avons, etc. Et à ce moment-là, on rentre dans la complexité. Et maintenant, on est à un autre niveau de la complexité. On rentre dans la matière en se demandant si la matière, elle correspond vraiment à ce que pensait même Descartes de la matière. C'est plus du tout la même chose. La matière, elle est potentiellement vide. Elle est potentiellement immatérielle. Et ça change tout. Et là, on est à l'orée d'une nouvelle, ou on est peut-être rentré déjà dans une nouvelle physique, une nouvelle étape de la physique. Et on s'en rend peut-être pas compte, parce que pas plus qu'à l'époque de Descartes, les gens se rendaient compte qu'ils étaient en train de rentrer dans un bouleversement de la pensée. Ça se fait progressivement, c'est pas sur une année, c'est pas sur 15 jours, c'est sur 10 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle, 2 siècles, voilà, que les choses évoluent. C'est à partir de là que dans ses admirables méditations métaphysiques, Descartes développe sa fameuse théorie du cogito. Je fermerai maintenant les yeux, je boucherai mes oreilles, je détournerai tous mes sens, j'effacerai même de ma pensée toutes les images des choses corporelles, ou du moins, parce qu'à peine cela peut-il se faire, je les réputerai comme vaines et comme fausses. Et ainsi, m'entretenant seulement moi-même et considérant mon intérieur, je tâcherai de me rendre peu à peu plus connu et plus familier à moi-même. Je suis une chose qui pense, c'est-à-dire qui doute, qui affirme, qui nie, qui connaît peu de choses, qui en ignore beaucoup, qui aime, qui est, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Car ainsi que j'ai remarqué ci-devant, quoique les choses que je sens et que j'imagine ne soient peut-être rien du tout hors de moi et en elles-mêmes, je suis néanmoins assuré que ces façons de penser, que j'appelle sentiments et imagination, en tant seulement qu'elles sont des façons de penser, résident et se rencontrent certainement en moi. Et dans ce peu que je viens de dire, je crois avoir rapporté tout ce que je sais véritablement. Donc en somme, oui, tout se passe, il prend conscience de lui-même, là, d'un seul coup, il y a une prise de conscience de lui, de sa façon de penser, d'être, et que la seule chose dont il est sûr, c'est qu'il pense, qu'il voit, c'est son interprétation. L'objet en lui-même, il ne peut pas être sûr, puisqu'il n'est pas extérieur à cela, il est que dans cet intérieur. Et ça, c'est assez stupéfiant comme niveau et effectivement comme montée en Je ne peux malheureusement pas reprendre le détail de l'œuvre cartésienne. Je ne peux qu'inviter chacun à lire ce texte. Les méditations métaphysiques dans la traduction française du texte latin qui a été révisé par Descartes lui-même, car c'est un texte littérairement admirable. Descartes était aussi un grand styliste.
Ne reprenons donc pas les moments de la démonstration, mais voyons les résultats. Le sujet connaissant, nous dit Descartes, c'est le « je pense ». Le « je pense », ce qu'on soit... Je vais arrêter là pour cette vidéo. Je reprends dans la foulée pour la fin. Voilà, je découvre en même temps. Et voilà, ben c'est tout. Merci de votre écoute. À très bientôt.